Nous, on est ravis avec la JCV de pouvoir co-organiser ce webinaire. J'espère que ça va être une réussite. J'avais vu avec Julio pour pouvoir l'enregistrer et on le diffusera sur la plateforme web de la JCV pour ceux qui n'auront pas la chance de se connecter dans votre service et ou pour le revoir. Donc voilà. Eh ben, ça enregistre là. Ouais, j'ai vu. Donc je pense qu'on peut commencer tout doucement, hein. Eh Donc ben, peut-être. on a essayé de diversifier les cas. Le thème n'était pas forcément facile. C'est la SFCU qui nous avait proposé le thème. Et en tout cas, je pense que les trois cas vont bien représenter ce thème et on a essayé de diversifier et je pense que ça va être très intéressant. Donc, peut-être qu'on peut lancer les affaires avec Audrey et qui sont de Nîmes. Vous voulez essayer de partager votre écran? Ça fonctionne, oui. Ouais, c'est en train de charger, ça a l'air de fonctionner. Et donc, n'hésitez pas tous à poser des questions ou à intervenir. Normalement, les cas sont interactifs. Et, euh, et ensuite, donc, il y a la présentation du cas, il y a une discussion à chaque fois. Et Mhm. ensuite, les points principaux à retenir par l'expert. Est-ce que vous voyez le diapo? Ouais, Oui. Bon, on est très content de présenter ce cas clinique aujourd'hui. Donc, moi, je suis le docteur Lostis. peut-être parle juste un peu plus dans le micro. On va mettre le dictaphone plus fort. C'est mieux ou pas? Très bien. Donc, on est Oui. ravis du dossier. Donc, on fait partie de l'équipe de Nîmes. Moi, je suis chef de clinique et c'est Bintou qui va vous présenter les diapos. Et en effet, il faut que ce soit interactif. On a mis quelques questions. N'hésitez pas à intervenir. Donc, on commence. On a intitulé notre cas clinique arrachement mésentérique d'évolution initialement favorable et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Bonsoir tout le monde. Du coup, ça concerne un homme de 35 ans qui a fait un accident de la voie publique le 12 juillet 2024. Donc, c'est un monsieur qui n'est pas très comorbide, il a seulement des antécédents assez fonctionnels. On relève une intoxication alcoolo-tabagique, mais il n'était pas intoxiqué lors de l'accident. Donc, c'est un accident qui s'est produit à haute cinétique, c'était à moins de 80 km/h. Le choc, il était frontal. Enfin, il était ceinturé, les airbags se sont déclenchés. Il est resté incarcéré pendant 30 minutes. Et les autres passagers impliqués dans l'accident ont eu seulement des blessures légères. Donc, à l'arrivée du SAMU, du SMUR, il était stable, le patient. On fait une phase écho qui est négative. Le premier débrouillage des lésions, on retrouve pas de problématique au niveau des voies aériennes, pas de problème de respiration ni circulatoire. Et donc, par contre, à l'examen clinique, on a un abdomen qui est douloureux, avec une sensibilité en sous-ombilical et en fosse iliaque gauche. Il y a une douleur au niveau du bassin, donc on lui met la ceinture pelvienne. Et il y a une déformation du membre inférieur droit, donc avec une fracture ou une luxation, qu'on va réduire et immobiliser dans une attelle. Donc, il commence à faire le remplissage, il reçoit de l'hexacyle et des antalgiques, et il est transporté après être immobilisé, donc collier cervical plus matelas, et il sera transporté en hélicoptère. Arrivé au déchoc, il est toujours stable. On refait le bilan lésionnel qui est un peu modifié. Donc, on remarque Yeah. au niveau du thorax, avec un hématome en regard, mais l'auscultation pulmonaire, elle n'est pas modifiée et il est toujours apnéique en air ambiant. L'examen, il est changé aussi au niveau abdominal avec une défense en fosse iliaque gauche. Et après, au niveau du bilan qui est fait au niveau orthopédique, il n'y a pas de modification. La ceinture, elle est en place et il y a toujours ces douleurs au niveau de la hanche et cette déformation du membre inférieur droit. On fait un bilan biologique, donc il n'y a pas de déglobulisation, il y a une hyperleucocytose et il y a une rhabdomyolyse, pas d'autres anomalies. Il est transféré au body scanner et on va voir les images. On le repassera parce que ça va peut-être passer un peu vite.
Il est passé bien vite. Je vais prendre, hop, on va peut-être un peu plus lentement. Hop, je remonte un petit peu. Donc, sur le scanner, donc il n'y a pas de pnéumopéritoine, il n'y a pas de contusion des organes pleins. Au niveau thoracique, il n'y avait rien de particulier. Ce qu'on peut voir là et qu'on devine déjà là, c'est un épanchement dans la gouttière pariétocolique gauche avec un épaississement du côlon sigmoïde ici aussi. On a quelques anses là dans la fosse iliaque droite qui sont aussi contuses avec un épaississement pariétal. Et on a un petit épanchement au niveau du cul-de-sac de Douglas. Ça va pour le scanner ou je le redéfile? Juste, alors ça va interférer, on va en parler, je pense, dans le troisième dossier, vu les titres, mais il a aussi une rupture pariétale. Là aussi, la rupture pariétale. Il a de Nice 4, et donc ça veut dire que c'est et même presque 5, parce que ça s'engage dans le... J'ai une question sur la clinique. Il a un signe de la ceinture ou pas? Non, il n'avait pas de signe de la ceinture. D'accord. Et oui, en effet, là, hop, je ne l'ai pas précisé. Juste là. Donc là, radiologue, donc crâne thorax, il n'y avait rien de particulier. Et l'abdomen, vas-y, Bibi, je te laisse résumer. Du coup, ce qu'on retient pour l'abdomen, c'est comme Audrey vous a montré, l'épaississement pariétal de quelques anses en fosse iliaque droit et tout au niveau de la gouttière gauche. Il y a un épaississement du côlon sigmoïde, un hémopéritonne de faible abondance, cette hernie traumatique au niveau de la paroi abdominale en latéral à gauche. Et comme on disait, pas de contusion ni du foie, de la rate ou des reins. Il y a des fractures et des luxations principalement, surtout au niveau du membre inférieur droit. On va s'attarder puisque c'est plutôt l'abdomen là pour le coup qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous auriez fait là en l'état avec un jeune de 35 ans qui est stable hémodynamiquement, qui se plaint d'une défense? Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que après perfusion antalgique, il a quand même une amélioration de l'état clinique, avec quand même toujours une légère défense en suspubien et en fosse iliaque gauche, et avec un scanner comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre ou on dit ce qu'on a fait? Bon, on continue. Oui, oui. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas opéré le patient et on a pris le parti de le surveiller de manière rapprochée, bien sûr en soins intensifs, euh, avec moi personnellement j'étais là sur place et je l'ai évalué plusieurs fois par jour, 2 fois par jour, matin et soir. Et il y avait aussi les médecins, donc anesthésistes réanimateurs aux soins intensifs, qui passaient en plus dans la chambre. Donc on a pris ce parti-là de faire une surveillance armée. Du moins sur le plan digestif. Sur le plan orthopédique, il a été opéré de sa rotule à un jour de son entrée et puis il a eu des réductions, immobilisations de multiples fractures au niveau du membre inférieur en distalité. Je ne sais pas si à la fin il est prévu de faire un petit point sur les scores ou ce genre de choses, ou est-ce qu'on montre une diapo des scores sur lesquels on peut s'appuyer pour orienter la prise en charge? Non. Moi, j'en reparle pour insister. J'ai donné les références, mais je les détaille pas. Mais moi, j'ai juste un résumé. Mais vas-y, c'est intéressant puisque On a repris, avec l'aide de Marie-Christine Lemoine, qui était référente traumato aussi jusqu'à très peu dans le début de traumato, le score de Fagé-Millet, qui est aussi cité dans les recommandations WSES de 2022, sur lequel on peut s'appuyer, qui en fait va nous donner un score en fonction des attentes sur le scanner. Et si ce score est supérieur à 5,
il est recommandé, selon les experts de la WSS, de faire au moins une cellule-explo au patient. Supérieur ou égal? Euh, on peut aussi servir du PIPS, qui est un autre score américain, qui est utilisé par les trauma centers, base sur l'hyperleucocytose, la défense et un grade 4 sur le scanner. Donc c'est une contusion mésentérique avec un épaississement franc de l'intestin grêle. Donc déjà là, en fait, si on regarde le score de Faget et le BIPS, si on devait s'y tenir, on aurait dû opérer ce patient parce que là, on avait donc un point pour l'hémopéritoine de faible abondance. On avait 2 points pour l'épaississement des parois, donc on en a à 3. L'infiltration, on est à 5. Et lésion de la paroi abdo, on était à 7. Donc là, on n'a pas suivi le corps de Faget-Millet. On n'aurait peut-être pas dû. Ça, c'était un organigramme un peu simplifié que Marie-Christine Lemoine avait fait pour essayer de simplifier un petit peu la prise en charge. Si, en gros, il y a un épanchement liquidien isolé, un hématome du mésentère et un épaississement de paroi, bah là, vous allez au bloc pour faire la cellule explo. Si vous n'avez pas de signe ou très peu de signes, on peut opter pour une surveillance. Encore une fois, c'est un organigramme simplifié que Marie-Christine avait fait pour le service qui peut aider pour la prise en charge de ces patients-là. Après, bien sûr, s'il y a un pneumopéritoine avec un saignement actif ou des signes d'irritation francs, là, il n'y a pas de point à avoir de patient paralysé. Donc, encore une fois, on a décidé de surveiller ce patient. Et donc, aux soins continus, les 24-48 premières heures, elles sont sans particularité. On a un patient qui reste stable. Il passe au bloc pour la prise en charge au niveau orthopédique. Ensuite, à 3 jours de son hospitalisation, donc c'est un patient qui est toujours stable. Il n'y a pas de défaillance d'organes. Il a une hyperleucocytose qui est en amélioration. Il n'y a pas de lactate. Et il a une déglobulisation qui s'est faite de manière progressive sur les 3 jours d'hospitalisation. Et donc l'examen clinique au niveau abdominal, il est un peu modifié. Donc le monsieur, il a plus de transit et il a des douleurs abdominales qui sont diffuses, mais pas de défense. Donc on décide de le scanner. Excusez-moi, entre l'entrée et le C3, il y a eu une anesthésie générale, les malades? C'est ça, non? Pour la prise en charge orthopédique, il a eu un empannage au niveau de la rotule à J1 de sa prise oui, J1 de son entrée. Il était endormi complètement. Voilà. Ok. Et donc on le scanne. Donc là, je pense que ça va être assez parlant. Il va doucement, mais je pense que ça n'a échappé à personne. Donc là, on a un voluminopneumopéritoine. On a toujours cet aspect de contusion au niveau des anses dans la gouttière pariétocolique gauche avec un épaississement du mésentère, enfin une infiltration du mésentère, pardon, et un épaississement des anses en regard. On a toujours bien sûr la hernie traumatique, l'épaississement sigmoïdien. Hop. Et en bas, on a un petit peu plus d'épanchement, même si c'est toujours pas majeur, avec ici un pneumopéritoine enchâssé devant la boucle sigmoïdienne. Donc là, vas-y, je te laisse enchaîner bientôt. Donc, il a été pris en charge au bloc opératoire en urgence. Dans un premier temps, on lui a fait une célioscopie. Donc, on a mis en évidence une péritonite pelvienne stercorale. Il y avait de l'épanchement un peu trouble en interance. On n'avait pas remarqué de déficit pariétal au niveau des aponévroses. Et il y avait un important hématome de la gouttière pariétocolique à gauche au niveau du rétropéritoine qui descendait jusqu'au psoas. On a converti en laparo parce qu'il y avait des matières fécales et c'était difficilement aspirable. Et on a localisé une perforation au niveau de la boucle sigmoïdienne. C'était sur le versant antimésocolique. Et la personne avait 2 cm. Il y avait une désinsertion du sigmoïde en regard. Donc pour ça, il a une résection segmentaire du sigmoïde avec une anastomose colique manuelle. Il y avait aussi une brèche mésentérique qui était en regard de la dernière anse. Il n'y avait pas de souffrance, on a juste suturé cette brèche. Et après, il y a eu un lavage et drainage. Après ça, les suites ont été assez favorables pour ce monsieur. Il est sorti au bout d'une semaine d'hospitalisation. Et il a reconsulté en novembre 2024 parce qu'il était gêné par sa hernie post-traumatique au niveau du flanc gauche.
Là, pour revenir sur la classification, si on fait par rapport à la hernie traumatique, on était sur un grade 4, donc sur la rupture de paroi, mais il n'y avait pas de contenu digestif à l'exploration. Donc, de toute façon, si on suit ce petit organigramme là, que Marie-Christine aussi nous avait fourni et inspiré de la pariétologie, les grades 1 à 4 ne sont pas réparés immédiatement, mais plutôt en différé. Donc, c'est ce qu'on a fait pour ce patient-là. Et en plus, en péropératoire, on n'avait pas d'effraction péritonéale à cet endroit-là. Donc, là, on lui a réparé sa hernie il y a un mois. Le patient va bien à l'heure d'aujourd'hui, après ces 2 chirurgies. Coucou. Ben, génial. Je crois que c'est Vincent qui est l'expert sur ce dossier-là. Et il a envie de parler là. Toujours, Est-ce toujours. qu'il y a deux, trois questions juste avant de l'audience, peut-être? Moi, je me demande juste si les radiologues ils s'étaient un petit peu mouillés sur défaut de rehaussement pariétal ou absence de défaut de rehaussement ou doute, quoi. Ou s'ils ont juste dit épaississement pariétal. Je sais pas s'ils sont allés plus loin. Défaut de rehaussement, non. Mais en effet, ils n'ont pas, enfin, ils n'ont pas de, on va dire, sur les comptes rendus de trauma entéro-mésentérique comme ça pourrait être bien pour avoir un calcul du foyer clinique. Hmm. C'est Alors, ça qui a encouragé le fait de faire la surveillance, comme il décrivait pas de défaut de rehaussement chez un homme stable et il était bien surveillé, il était toujours temps de le prendre en charge, quoi. Il a mal, il a un peu de jus dans le ventre, il a des anomalies radiologiques dans les endroits où c'est habituellement perforé, enfin habituellement abîmé. Donc, enfin, Audrey t'a demandé qu'est-ce que t'en fais de ces malades maintenant. Quand je les, il faut au moins leur faire une cellule au début assez rapidement, en fait. et la Il- série, moi j'ai eu cette discussion avec Marie-Christine. Est-ce que vous la faites tout de suite à l'entrée ou est-ce que Non, si j'ai un doute, non. Mais lui, il est quasiment pas douteux, en fait. Alors après, tu vois, il a de la morphine, c'est quand même pas rien, la morphine. Il c'est a, la- mais c'est facile à dire après, tu sais, on se trompe encore, nous. Moi, on a eu une très belle présentation l'autre jour à Grenoble, aux Journées de Grenoble, de Thierry Beige, sur les résultats préliminaires de l'étude qu'il a fait prospective qu'il a fait en France sur les traumas digestifs. Et en fait, ce qu'il nous a dit, un des trucs qu'il nous a dit, c'est que dans un tiers des cas, on se trompe. C'est-à-dire qu'on opère des gens qui n'ont pas besoin d'être opérés ou qu'on n'opère pas des gens qui ont besoin d'être opérés. Je pense que c'est pas très grave de faire une CIO à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et en fait, il vaut mieux opérer les gens et faire une CIO. Mais alors, l'avantage de différer un peu les choses, si on n'a pas de doute, tu vois, si on attend à chaque fois le pnéumopéritoine, ça va pas aller. Et si tu as un doute, bah, c'est peut-être pas la peine effectivement de se jeter dessus. Quoique là, je crois qu'on aurait vu quelque chose. Il y a une perforation, on aurait vu quelque chose. Et s'il y a un doute, l'idéal, c'est de prendre la bonne décision, au mieux avant 8 heures, mais en tout cas avant 12 heures, parce qu'après, la morbidité augmente beaucoup. Donc, si on a un doute, faut pas hésiter à faire une CIO. Et si au début, c'est très douteux, on craint pas d'attendre un petit peu, 4, 5, 6, 8 heures. Parce que dans ce cas-là, s'il y a quelque chose, ça laisse le temps aux choses d'apparaître. Moi, c'est un peu comme ça que je fais. Et donc, faut vraiment pas hésiter à faire des. Alors, j'ai une petite diapo, si vous voulez qu'on parle de ça. On m'a demandé de préparer une petite diapo. Faut que je partage Je fais comme ça. Et Je dans pense que l'intervalle, Oui, tu partages. qui a fait tromper un peu les post-opératoires, c'est la chirurgie orthopédique avec une anesthésie générale au milieu. Ça enlève un peu de surveillance. Parce que le patient est endormi, il y a l'anesthésie. Non, je trouve. Parce qu'Audrey t'a dit, je suis allé le voir 3-4 fois par jour. Ça, c'est très bien. Une surveillance chirurgicale rapprochée, qu'on ça change un peu la moindre tachycardie, et on découvre. Mais quand le patient est endormi, ça change un peu la surveillance. C'est Oui, là qu'il oui. faut Et vraiment ouvrir l'œil très grand et être rapide pour une célioscopie facile, différente. En fait, vraiment, le problème, dans un trauma, au début, ce qui les tue, c'est l'hémorragie. S'il ne saigne pas,
Après, ce qui peut les tuer, c'est les lésions digestives et surtout apporter de la morbidité, c'est les lésions digestives. Donc, moi, j'ai cette petite triade-là. Lui, il avait mal. On est clair, il avait mal. Vous parlez de défense. Défense, c'est vraiment mal. Un signe de la ceinture. J'ai du mal à croire qu'avec la rupture de Nice 4 et même 4,5, parce qu'il y a déjà un engagement du côlon dans ta paroi, il n'est pas au moins un hématome iliaque. Donc, pour moi, ça équivaut à un signe de la ceinture. Plus un épanchement. En fait, ceux-là, maintenant, moi, je les opère tous parce qu'ils ont tous quelque chose. Parfois, c'est pas grand-chose, c'est juste une rupture séreuse, mais en fait, maintenant, quand j'ai ça, j'ai un épanchement, bien sûr, sans lésion d'organes pleins expliquant l'épanchement. Mais pour moi, ça, c'est vraiment important. Et quand ils ont ça, maintenant, je réfléchis même plus. Alors, parfois, je commence par une cellio, mais maintenant, je fais quasi. On t'entend pas, Audrey, si tu parles. Je dis, enfin, le risque de la cellio aussi, c'est de moins bien dérouler le tube et de Oui, tout. oui, 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 moi, c'est ça. La perforation passe aussi inaperçue. Voilà. Lève, Oui, Vincent. oui, oui. Oui, oui, mais c'est pour ça que si tu as un doute, si t'attends un peu, la perforation, moi, si je les opère tout de suite, je les opère par la paro, justement pour ça, que tu as parfaitement raison. Par contre, si tu as un doute, tu peux attendre, et si le doute persiste, soit tu refais un scanner, c'est l'attitude de Marseille. Moi, je trouve que c'est moyen, je trouve qu'il vaut mieux faire une CEIO, et la CEIO, si on attend quelques heures, il y a des signes de péritonite, on voit immédiatement, tu mets ta caméra, et paf, tu sais que tu peux convertir. Par contre, si tu vois rien, et par contre, si tu as attendu un peu et que c'est le ventre est propre, qu'il y a juste du sang, c'est qu'a priori, il n'y a rien. Donc, cliniquement, vraiment, déjà, malgré tout, il y a quelque chose. Tu as souligné l'intérêt des scores et j'ai mis là en bas les références de ces trois scores. Donc, le Fagé-Millet, moi, je l'ai dans la poche, je l'utilise toujours. Il y a un truc que j'ai pas très bien compris, c'est le Mesenteric Stranding. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, je l'ai dans la poche. Le BIPS, je l'utilise pas. Thierry Beige et même Tobias Singh de Lausanne le rappellent, le monde dans une, une communication dans Injury. Le BIPS, il amène à pas mal de laparotomie blanche, mais enfin ou d'exploration négative. C'est pas grave. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est éviter le retard de prise en charge. Et j'ai mis Strasbourg-Lausanne. C'est cette étude-là. C'est Benoît qui. T'es là, Benoît? On n'a pas vu. Benoît Romain et Tobias Zing. Benoît Romain est encore au bloc opératoire, il nous rejoint dès que possible. D'accord. Donc, l'équipe de Strasbourg et puis l'équipe de Lausanne qui avait fait un travail avec un petit score, tout bête aussi, qu'on retrouve dans cette publication et que j'ai dans la poche. Et que quand je fais ma clinique plus le Fagémillet plus le score de Strasbourg-Lausanne et que je suis pas trop bête, pour pas dire de gros mots, eh ben, on se trompe pas. Enfin, on opère les gens qu'il faut. Il y a des fois, le problème, c'est de procrastiner. En fait, vraiment, au moindre doute, la CIO différée, moi je trouve que c'est vraiment bien. Et il faut pas procrastiner avec ces malades, surtout quand on a des lésions dans les endroits où on les attend. C'est-à-dire que les lésions qu'on attend, c'est les jonctions organes fixés, organes libres, c'est-à-dire la jonction iléosécale, le sigmoïde et les premières angéjunales. C'est 95% du siège des lésions. C'est vraiment important à retenir. Donc, c'est là qu'il faut fixer notre attention. Suivre la première anse. S'il y a au bout de la première, deuxième anse, il y a un épaississement, d'accord, là, il y a quelque chose. Regardez la région iléosécale, il y a un épaississement, il y a quelque chose. D'ailleurs, il y avait des angles grêles épaissis, il y avait une dénation du mésentère iléosécal. Donc, les lésions, elles sont toujours au même endroit. Donc, en fait, c'est facile à dire, je vous dis, moi, je me suis encore, on s'est encore trompé récemment. Donc, à chaque fois, on se dit, bah, c'est bon, on ne se trompera plus, on ne va pas procrastiner, on va le faire. Mais euh, l'expérience prouve qu'il faut vraiment pas hésiter à faire une cellule différée. Et donc, l'épanchement, alors attention, l'épanchement liquidien, ben, c'est pour ça qu'on s'est trompé la dernière fois, et c'est ça qui vous est arrivé peut-être là aussi. L'épanchement liquidien, il peut être minime, parce que c'est des lésions qui ne saignent pas beaucoup. L'épanchement minime, on se dit, oh, ben, c'est pas grand-chose, tout ça. Et Audrey, on t'a pas entendu. Je dis oui, c'est vrai que l'épanchement, enfin moi c'est ça qui m'a, je pense, faussement rassuré aussi, c'est que le patient allait mieux avec les antalgiques. Je trouvais qu'il n'y avait pas énormément d'épanchement. Je me suis dit ça peut venir de la rupture musculaire, ça a pu suffiser un petit peu. Oui, oui, oui. Mais en Mais fait, on va le voir peut-être avec le dernier dossier, la rupture musculaire, au contraire, ça doit être oui un aussi. argument de plus pour dire, bam, il y a eu de l'énergie dans ce trauma, il faut y aller. Les grades 5 de Denis, il faut les opérer. Là, c'est un 4,5.
Là, c'est un 4,5 avec des lésions. Je dis 4,5 parce qu'il commence à s'engager dedans un peu le côlon. Donc, c'est un 4,5 avec des images radiologiques. En fait, il ne faut pas procrastiner, il faut y aller. Et si on a un doute, il faut faire une CELIO, ou attendre, mais il faut l'explorer parce qu'on gagne, on gagne. Après, c'est toujours beaucoup plus stressant de faire des sutures de la chirurgie digestive en péritonite que Ah dans un ben, dans- ça vient pas de lui. Je me suis fait ça à l'entraînement. Je fais un sport de combat. Ok, je savais pas. À 8 heures, c'est pas mal. 8 heures, attendre 8 heures, c'est pas une faute. Non, non, ah non, justement, non, non. En fait, toutes les études concordent pour dire jusqu'à 8 heures, il n'y a pas d'augmentation de la morbimortalité si on prend la bonne décision. Donc, on a un peu de temps pour décider. La seule chose, dans le trauma, on n'a pas de temps pour décider d'opérer un malade qui saigne. Ça, c'est C'est pas vraiment l'urgence, dormi. c'est ce qui tue. Le trauma digestif, on a un peu de temps. Ouais, Vincent, c'est Vincent, Oui, qui est endormi, qui est entubé, ventilé ou qui a une anesthésie générale, là, c'est pas facile. Et là, je il y a pense qu'il eu, faut être agressif dans le sens de faire une célioscopie très rapide ou facile, en fait. De ne pas hésiter à moins tachycarde. Et le réanimateur qui t'appelle, il dit, oh, il est un peu tachycarde. Là, c'est nous à réfléchir, dire, OK, on l'opère. Hmm. Non, mais Rulio, c'est pas facile, sinon on ferait pas ça, et sinon on ferait pas tous autant d'études. Et puis on se tromperait pas si c'était ça. Et puis on ferait pas tout ça. Non, non, je sais que c'est pas facile. Et je te dis, nous, on s'est encore trompé récemment, je veux pas faire le malin hein, à dire, ouais, on est les meilleurs, t'aurais dû l'opérer, gna gna, c'est la vie. Hein. Il se pose souvent aussi la question de refaire, sinon, s'il n'y a pas d'exploration, le scanner à 8 heures, là, un peu comme une celluloscopie de contrôle. Mais c'est vrai que nous, on a été faussement rassurés parce qu'il avait repris un peu de gaz, il baissait l'hyperleucocytose, il y avait plus de défense. Donc on s'est dit, bon, il évolue bien cliniquement, on fait même pas de scanner de contrôle. C'est vrai que ça, on aurait pu aussi le discuter. C'est toujours un peu ce qui arrive. Hein. Ils font toujours un peu comme ça, ces petits salopios. Et c'est pour ça que Le c'est. scanner, c'est pas mal, ce que dit Audrey, de refaire Oui. un scanner. Oui. Ah, Thierry Bège, lui, c'est ce qu'il fait. Hein. Un C'est ce que papier. j'ai dit tout à l'heure. En fait, tu as deux solutions pour les réévaluer. Soit tu fais une cellule différée, soit tu fais un scanner. Par contre, ce qui va être important si on refait un scanner, c'est quand est-ce qu'on le fait. Il ne faut pas attendre 48 heures parce que là, il y a une augmentation potentielle de la morbidité. S'il y a un scanner à refaire, il faut, je pense, qu'il soit dans les 12 à 24 heures pour ne pas basculer dans un retard thérapeutique. Ça, c'est très important ce que tu dis. Quand on dit, ouais, bon, on fera un scanner à 48 heures, ça, c'est pour le tube digestif, c'est débile. Ça, je suis tout à fait d'accord, Damien. Si on fait un scanner, c'est à 10, 12e heure on a. Je pense que dans les messages pédagogiques de ce dossier, bah, ça va être sûrement la remarque du dernier, c'est toute rupture pariétale traumatique de la paroi de l'abdomen, c'est une énergie cinétique importante et il y a des associations très fréquentes de lésions d'organes creux. Hein. Ça, c'est vraiment un message pour nos plus jeunes collègues à retenir. Et ensuite, il y a un message de Anthony qui demande si ça vaut le coup de faire une laparoscopie d'emblée en cas de forte suspicion clinique. Je pense que ça dépend des habitudes, mais on fait tous maintenant des celloscopies dans des indications diverses et variées. Je pense que démarrer par une cellio, c'est acceptable. Après, si on ne se sent pas, on peut attaquer une laparo, mais il y a quand même des laparotomies blanches, un tiers, enfin un certain nombre. Ça me paraît un peu dommage. Après, dans ce cas précis, on voit qu'il y a, on voit qu'il y a une rupture pariétale hein, de la paroi abdominale. Donc, on peut se dire, bon, autant y aller d'emblée en laparo pour traiter le traumatisme pariétal. Ouais, tu vas jamais vraiment le traiter, là. Dans ce cas-là, ça se discute Ouais, mais largement. tu vois, comme tu le dis, il y a un début d'engagement du côlon dedans. Hmm. Oui, tu as vu ce qu'ils ont, les découvertes opératoires qu'ils ont, c'est qu'ils ont l'impression, quand ils font la cellio, c'est que le péritoine est indemne et ils ont l'impression qu'il n'y a pas de hernie. Hein. La seule chose Hmm. que je voyais, c'était un hémorétropéritoine qui fusait en avant du psoas, de l'axe iliaque, mais j'avais pas de rupture péritonéale. Je pense que c'était trop Hmm. postérieur pour qu'il y ait une symptomatologie visible. Mais Et à ce stade, tu peux faire qu'une raphie risque pas de trop tenir. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que le mieux, c'est ce qu'ils ont, pour la paroi, c'est ce qu'ils ont fait. C'est faire une réparation différée. Comme ça, on peut faire une vraie réparation par voie électrique avec une prothèse. Mais après, ça, c'est encore une discussion, mais je pense qu'on entame le sujet du sujet 3. Il faut que j'arrête le partage, là, hein, c'est ça. Je vois le truc. J'arrête le partage. On passe au dossier suivant. puis, Merci Vincent. Merci, bravo, Audrey. Merci beaucoup. Bravo.
On va passer de Nîmes à Nice. Audrey, débute tout. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez mon diapo? Oui. Hop, alors moi je suis Ryan Rassouli, je suis interne au sein du CHU de Nice. Je vais vous présenter ce cas clinique de traumatologie. C'est une patiente qui a été prise en charge chez nous. Donc c'est une patiente de 26 ans qui se présente avec un tableau d'accident de la voie publique. Elle présente des antécédents d'obésité, de hernie hiatale avec une gastrite associée, une toxicomanie ancienne sous la forme de cocaïne et de crack. C'est une patiente qui était également alcoolique chronique avec un tabagisme actif, qui conduisait donc une moto et qui a eu un accident avec un véhicule léger qui était à l'arrêt dans un contexte d'intoxication pardon, multiple avec de l'alcool, de la kétamine et du cannabis qui a été retrouvé. L'accident est survenu pendant la nuit. Elle arrive aux urgences à 4h21 du matin. Cliniquement, au niveau de ses voies aériennes, il n'y avait pas de soucis particuliers. Au niveau respiratoire, elle avait par contre une désaturation qui a nécessité la mise en place d'oxygénothérapie avec 5 litres d'O2. Un emphysème sous-cutané a été mis en évidence cliniquement au niveau de l'hémithorax gauche et la palpation thoracique était douloureuse. Sur le plan de ses constantes, elle était normotendue et normocarbe. Sur le plan neurologique, elle avait un Glasgow 14 sans déficit sensitivomoteur, ni de trouble de la conscience, ni de perte de connaissance au décours de son accident. Au niveau des plaies cutanées, juste une plaie au niveau du bras droit, estimée environ à 3 cm, a été mise en évidence cliniquement. Je vous remets ici sa clinique. À noter également que son abdomen était tendu et douloureux à l'examen clinique initial. À la biologie, elle avait des lactates veineux à environ 3000 mol par litre. Au niveau de l'hémoglobine, pas de déglobulisation. Une cytolyse hépatique prédominante sur les azates a été mise en évidence sur le bilan biologique initial, accompagnant une alcoolémie assez élevée. La patiente était suffisamment stable et un body scanner a été réalisé. Je vous mets ici le temps artériel. Je vous décris pas initialement le body scanner, je vous laisse le regarder de vous-même. Si vous voulez si vous voulez le revoir, dites-moi. Hop, je vais Oui. passer un peu plus lentement. Voilà. Hop. Je décris maintenant avec cette image, euh, cette vidéo. Il n'y avait pas de lésion au niveau du crâne. Au niveau du cou, par contre, une dissection de l'artère carotide interne droite a été mise en évidence. Au niveau de l'aorte, une rupture de l'isthme aortique de grade 1. Maintenant, sur les phases portales, au niveau du rein, une fracture hépatique AST 1, une fracture de la rate AST 1 et une fracture hépatique AST 2, accompagnant un hémopéritoine sur ce body scanner initial. Donc la synthèse du bilan lésionnel au niveau du cou, une dissection de l'artère carotide interne droite. Au niveau locomoteur, des fractures multiples des côtes, de la scapula et des vertèbres. Au niveau du thorax, un pneumothorax bilatéral avec des contusions pulmonaires. La fameuse rupture de l'isthme aortique de grade 1. Et au niveau de l'abdomen, une fracture hépatique et splénique, sans pneumopéritoine initial et un hémopéritoine que je vous ai décrit tout à l'heure. Je vous pose maintenant cette première question. Qu'est-ce que vous faites devant ce tableau clinique chez cette patiente stable? Est-ce que vous posez une endoprothèse aortique? Est-ce que vous faites d'emblée une laparotomie de damage control? Une célioscopie exploratrice? Est-ce que vous optez pour un traitement non opératoire de cette fracture des organes pleins? Est-ce que vous posez un drain thoracique? Une réponse du chat, ça? Il y a une réponse D du chat? La réponse D pour moi. Il y a réponse multiple, hein, Oui, on a le droit, ouais, plusieurs réponses. bien sûr. Et la carotide, tu nous proposes rien. Effectivement, j'ai rien proposé pour la J'avoue que c'est carotide. rarement les chirurgiens qui décident. Souvent, on est à la merci de nos collègues neurologues. Moi, à la place de A, je vote, je prends un avis avec mon collègue vasculaire.
Comme ça, je couvre les deux lésions. Vas-y, En pratique, souvent dans les dissections, nous en tout cas localement, ils ont tendance à proposer une anti-agrégation plaquettaire qui généralement ne nous réjouit que modérément dans des lésions potentiellement hémorragiques de l'abdomen. bon, je vous mets Donc il y a du A, du D et un peu de E. beaucoup de A, beaucoup de D, beaucoup de E. Pas de C. Pas de C notamment, hein, important à souligner. Je l'ai mise fausse, mais effectivement, c'est une position importante. Alors nous, sur le plan initial, sur le plan réanimatoire, la patiente a bénéficié d'une analgésie multimodale accompagnant une antibioprophylaxie et un traitement antifibrinolytique par hexacil. Sur le plan des avis spécialisés au niveau thoracique, les chirurgiens thoraciques ont préconisé un drainage thoracique droit qui a été fait à J1. Sur le plan des chirurgiens vasculaires, oui, vous levez la main. Ils ont raison et nos amis belges ont mis sur le chat ça fait partie des choses. Une anomalie à la radio, on met un drain thoracique. Donc ça, c'était quasiment obligatoire, hein. Si tu veux continuer à prendre ton malade en charge, il faut ATLS, anomalie, drain. Ok. Les chirurgiens vasculaires nous ont dit de surveiller le patient initialement le temps de commander une endoprothèse sur mesure qui a été posée à J2 et les chirurgiens digestifs ont décidé de faire un traitement non opératoire de ces lésions des organes pleins. Donc on est maintenant à J2, l'endoprothèse aortique a été posée. C'est une endoprothèse qui a couvert la crosse et l'aorte initiale. Cependant, en post-opératoire immédiat, la patiente présente une douleur thoracique brutale accompagnant une instabilité hémodynamique et une fièvre justifiant la réalisation d'un scanner. Hop. Ce scanner qui montre qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'endoprothèse, mais qu'il y a un rétropneumopéritoine qui fait son apparition, que je vous ai surligné ici et qui continue après, notamment. Et également, l'hémopéritoine qui était présent initialement était toujours là, et le pneumopéritoine qui s'y rajoute, faisant suspecter donc une perforation digestive qui était initialement méconnue. Devant cette patiente qui est, je le note, je l'ai pas dit, qui est instable hémodynamiquement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez à la cellule exploratrice? Est-ce que vous faites une laparo-exploratrice? Est-ce que vous allez chercher la perforation avec une endoscopie? Est-ce que vous gardez la patiente en surveillance ou est-ce que vous reprenez le patient en endovasculaire? Je remets le chat ici, hein. Le scan ne montrait pas d'endofuite ou de Non, choses ouais, comme ça. pas de souci au niveau de l'endoprothèse. Le chat parle d'une bonne laparotomie, on dirait. Beaucoup de B. Décision uniforme. Décision uniforme, c'est effectivement ce que nous avons fait. Nous avons pris en charge la patiente pour une laparotomie exploratrice. Donc à J0 par rapport à la pose de l'endoprothèse et toujours à J2 de la prise en charge. Cette laparotomie exploratrice a mis en évidence une perforation duodénale. Perforation duodénale à la face postérieure du génio inferius du duodénum. Au niveau opératoire, nous avons donc effectué une manœuvre de Kocher afin de s'exposer correctement, afin de mettre en évidence la plaie duodénale. Elle a été estimée assez petite pour pouvoir la suturer simplement. Une suture de la séreuse du côlon droit a accompagné cette laparotomie exploratrice avec une appendicectomie qui a été également réalisée à la suite d'une mise en évidence d'une appendicite ulcérée et perforée. Une toilette péritonéale a également été réalisée. En post-opératoire, la patiente a continué de s'aggraver avec un choc septique réfractaire qui a nécessité la mise en place de traitements vasopresseurs et une antibiothérapie élargie. À J6, la patiente a présenté une nouvelle complication sous la forme d'une dermohypodermite étendue au niveau de la racine de la cuisse droite et du flanc droit, avec des écoulements purulents justifiant une reprise chirurgicale pour un lavage et un méchage de cette dermohypodermite. À J8, la patiente continue de s'aggraver et est mise en évidence une fuite duodénale persistante au niveau de la suture duodénale et également une nécrose de côlon droit, justifiant une nouvelle reprise chirurgicale pour cette fois-ci traiter la plaie duodénale par une exclusion et une gastro-entéro-anastomose. Le côlon droit a été réséqué et a donc été réalisé une stomie droite avec une anastomose iléocolique. A été réalisé un drainage biliaire avec un drain transcystique permis par une cholécystectomie et la fascite nécrosante a été de nouveau parée au cours de ce bloc opératoire.
Au niveau de l'évolution, la patiente a de nouveau présenté plusieurs complications dans les suites, notamment un abcès pelvien à pseudomonas aeruginosa qui a été drainé. À 3 mois, elle a bénéficié d'une greffe de peau sur l'ancien orifice de fascite nécrosante. Elle a passé plusieurs séjours en SSR et le tout a permis son retour à domicile à J65 de son AVP. Pourquoi discuter Attends, Oui. on va voir s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ce sera moi qui- Donc, Hop. On voit quelque chose sur le premier scanner? Exactement, on va peut-être le remonter. Alors j'allais y revenir à la fin. posteriori, Ouais. Mais je l'ai pas remis à la fin. Ouais, il faut discuter les scans et les gestes duodénales après. Toutes les alternatives à faire. Ouais. Encore. Les pauses et lectures pour parler. Ouais. Donc, sur l'abdomen, on voyait pas grand-chose. Il n'y avait pas de pneumopéritoine retrouvé. C'était... Et on voit ici l'épanchement dans l'espace de Morrison avec qui débute au niveau du génu inférieur ou presque. Ici. Elle est sur les sur là. Voilà, il y a plein de questions. Alors, il y a des questions. Roy, initialement, là, sur le scanner, il y avait quelque chose ou... Ça, c'est le scanner initial, ça, justement. C'est le scanner initial et on voit un peu d'épanchement rétro-duodénal. J'ai mis la phase portale là, à la fin. Attends, tu vas montrer la discussion à la fin. En fait, c'est le seul élément qu'il y avait sur ce scanner, hein, parce que le reste, il est plutôt rassurant. Effectivement, a posteriori, avec le diagnostic en main, c'est bien plus facile, mais Oui. si on se repenche derrière, on a juste ce petit épanchement duodénal qui était périduodénal qui était présent. Mais initialement, vous êtes peut-être dit que c'était un hématome, alors que finalement, c'était la perforation, c'est ça? Contusion de la surrénale très discrète, il y avait le foie à proximité, donc l'équipe initialement, effectivement, a jamais suspecté à juste titre, hein, je pense. Oui. C'est qu'on discutait la semaine dernière que Vincent, c'est pour ça qu'il a fait revenir le scanner. Parce que chaque fois qu'on passe à côté d'un organe creux, si on regarde les premiers scanners, on trouve toujours quelque chose, non? Habituellement, presque 100% des fois, Toujours. on a quelques signes qu'on est passé à côté et qu'on n'a pas vu. Toujours. Pas facile. Hein. Souvent, ces signes ils sont isolés et pas suffisants pour prendre la décision d'aller au bloc opératoire quand même. Non, mais ce qu'on peut retirer de ce dossier, c'est que si on veut pas l'opérer, ce qui paraît logique, hein, parce que puis en plus il y a plein de choses qui attirent l'œil, donc c'est le coup un train peut en cacher un autre, mais on l'a pas vu quoi. Mais peut-être s'il y a une anomalie duodénale, peut-être avancer le scanner. Mais alors là, c'est ça qu'on aurait pu faire, mais je comprends bien que vous ayez pas. Enfin, Donc là, il y a beaucoup de questions sur la prise en charge. Effectivement, dans le cadre d'un patient qui était en choc, la stratégie qui a été faite est tout à fait discutable. Hein. L'idée était moins de discuter les suites, on va dire, que le diagnostic méconnu initialement. Et on va rediscuter de la prise en charge de ces éléments-là. Et si on y applique le BIPS dont tu parlais tout à l'heure, Vincent, qui est un peu trop sensible et pas très spécifique, est-ce qu'il serait allé au bloc avec le score BIPS là, Vincent? je ne connais pas par cœur le BIPS. Le BIPS, il y a plus de 17 000. Ouais. Je l'ai sous les yeux, pas loin peut-être là. Parce que j'ai sorti. Est-ce que La défense, c'est l'hyperleucocytose au-dessus de 17 et la contusion mésentérique avec un épaississement pariétal. Voilà, il n'y a rien de tout ça. Bah, il y a peut-être les blancs, je sais pas. Damien, il y avait une hyperleucocytose? Alors là, je voudrais pas dire de bêtises. À la base, non. À la base, non, à J0. Ouais, donc il est vraiment piégeant, quoi, il avait mal au ventre ou pas? Il avait mal au ventre? Oui, si, il avait mal au ventre, donc il avait quand même deux. Ouais. Et bon, On va pas opérer tous ceux qui ont mal au ventre. je suis d'accord. Non, 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 mais c'est. Ouais, mais Ok. le BIPS, il n'est pas pour les lésions duodénales, hein. Il est vraiment pour les lésions du grêle et du mésentère. Donc là, on peut le. Mais le duodénum, c'est ouais, c'est pied. Mais en fait, encore une fois,
Ça avait été vu, parce que déjà, il faut le voir, c'est-à-dire qu'il faut le regarder. Et même si c'est vu, là, effectivement, mais si c'est vu, si on se dit peut-être qu'avant de mettre l'endoprothèse, on va mettre un truc endovasculaire. Mais c'est toujours facile après, hein. Moi, Après, même rétrospectivement, tu vois un petit épanchement à côté du duodénum. Est-ce que ça emporte la décision pour opérer? Tu te dis, c'est peut-être un non, hématome. mais en tout cas, se méfier, ça, maintenant, enfin, c'est sûrement la leçon qu'on peut tirer de ça. Mais Faut y penser, ouais. Surtout que Bon, l'épanchement Damien, on va te laisser continuer peut-être. ouais. l'épanchement de faible abondance était associé à deux lésions d'organes pleins, certes de faible grade, mais qui peuvent donner des petits épanchements aussi, et le Morrison est assez sensible. Donc, pour Sauf le que là, coup, c'est pas le Morrison, c'est un peu rétro-duodénal quand même, rétro-péritonéal qui a du jus, non? alors voilà, c'est toute la question. Il y a un peu des deux, en fait, en l'occurrence, je pense, mais donc la question, un petit peu la discussion, c'est que ces lésions du duodénum, elles sont effectivement diagnostiquement, enfin difficiles à faire le diagnostic, même quand on a un scanner initial, comme c'est le cas ici, dans 17% des cas, c'est l'étude qu'on a conduite avec Sébastien Frey, qui est une étude de traumadiode, dont on va bientôt pouvoir soumettre l'article. On l'a un peu présenté, mais c'était une série rétrospective sur 15 ans, avec 135 patients, il y avait une vingtaine de trauma centers. Et donc, il y avait des erreurs diagnostiques fréquentes avec des scanners dont la lecture n'était pas assurée parce que l'incidence est faible, que les signes scannographiques sont souvent difficiles et que, comme disait Vincent, souvent l'arbre cache la forêt et quand vous avez déjà des lésions au premier plan qui occupent l'esprit de tout le monde, et là, la rupture de l'isthme aortique en faisait partie, on a parfois malheureusement tendance à négliger les choses. Le problème, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que les perforations d'organes creux avec un retard diagnostique, on péjore les suites. Donc, la question de la prise en charge du trauma duodénal, elle est débattue. L'intérêt de notre étude était non pas de donner des recommandations formelles, parce que c'est un état de l'art en quelque sorte qui est ouvert à la discussion, et c'était de proposer des prises en charge. Euh, donc ça, on l'avait déjà revu. La stratégie, elle peut aller de la simple contusion avec même un traitement non opératoire jusqu'à des traumatismes sévères qui vont nécessiter une chirurgie majeure, la fameuse DPC. Il faut quand même savoir que sur 135 dossiers retrouvés, plus des deux tiers étaient des lésions de grade 1 à 3, c'est-à-dire des lésions qui sont simples, pardon, même 1 à 2, c'était des lésions simples, de simples contusions ou des ruptures vraiment de quelques centimètres. Après, moins d'un tiers, c'était des lésions un peu plus importantes. Et les lésions qui associent des atteintes du pancréas céphalique étaient exceptionnelles. On n'en a eu que 5. Donc vraiment, les perforation du le piège, il est plutôt de diagnostic. Lorsque le diagnostic est fait, souvent, c'est des lésions, par chance, qui ne sont pas les plus graves et dont la prise en charge peut être simple. On a indiqué sur cette diapositive les différentes possibilités de réparation, de dérivation ou de techniques d'alimentation potentielle. On n'a pas de choses formelles à annoncer, on a juste pu mettre en évidence que plus la lésion est grave, plus il y a une prise en charge qui est plus complexe dans les techniques, les trois types de techniques qui sont, sans qu'on puisse, avec des niveaux de preuve, apporter une conduite à tenir formelle. Il faut qu'elle soit fonction des habitudes des équipes, bien sûr, mais dans la plupart des cas, encore une fois, la suture simple ou une résection anastomose modérée était possible chez ces patients assez facilement. Oui, effectivement, d'accord. Donc, après, la question qui va se poser sur ces traumas, c'est le devenir de la fistule duodénale. Là, effectivement, il y en a une qui a été mise en évidence chez cette patiente à distance. C'est ce qu'il va falloir traquer en post-opératoire, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose. Voilà. Donc, la proposition qui est faite, c'est celle-ci. Attends, on va peut-être pousser ça, parce que je ne sais pas si ça les gêne. Euh, merde. Ah, purée. Voilà, hop. C'est bien sûr de prendre en charge le patient en fonction de sa stabilité hémodynamique. S'il est instable, il est évident qu'on est sur une stratégie de laparotomie écourtée et où chacun doit faire au mieux, quitte à appeler un ami. Et je pense que ce sera important parce que l'instabilité du hémodynamique, si elle est liée à une atteinte duodénale ou duodéno-pancréatique, c'est une lésion sévère qui nécessitera une prise en charge avec un peu d'expertise. Lorsqu'on est chez un patient stable, bien sûr, c'est le scanner corps entier qui permettra de faire le point. Souvent, on verra rien ou pas grand-chose avec des erreurs diagnostiques comme on l'a vu. Lorsqu'il s'agit d'une simple contusion duodénale, il faut être alerte sur le risque
de perforation. Le traitement non opératoire est possible, mais avec vraiment des pincettes, et c'est pas forcément le principal message à retenir. C'est une possibilité, mais il faut être très vigilant. Lorsqu'on a un argument pour une insertion lésionnelle, notamment abdominale, un traumatisme pénétrant a fortiori ou une lésion pancréatique ou duodénale sévère, l'exploration chirurgicale est la règle. Je crois que la laparotomie est probablement le message parce que les décollements oscilloscopiques seront difficiles et probablement incomplets. Il faudra faire une manœuvre de Kocher notamment, que les traumatismes les plus simples permettront une suture simple. Lorsqu'on commence à avoir des pertes de substances importantes, à ce moment-là, la résection anastomose, si elle est possible, doit être privilégiée. Le cas échéant, d'assurer une résection et une reconstruction avec une gastro-entérioanastomose, par exemple, ou une anse en Y montée sur le duodénum, c'est une possibilité. Et la question ensuite des dérivations, notamment biliaires ou alimentaires, en fonction des équipes. Et lorsqu'il y a une atteinte plus importante, eh bien, on va aller effectivement, notamment dans les stades 4, sans lésion papillaire, systématiquement à la résection anastomose, avec des reconstructions, comme on l'a dit, variables. Et lorsqu'on a des atteintes du pancréas céphalique ou papillaire, c'est là que la DPC se discute. C'est le cas également dans certains traumas pénétrants qui vont intéresser cette région carrefour ou lorsqu'il y a une lésion hémorragique. Mais encore une fois, ça n'était que 5 malades sur 135 en 15 ans, à l'échelle de 20 trauma centers en France. Donc ça reste une situation exceptionnelle. Mm. Voilà un peu les messages principaux. Ok, merci. Juste, Oui. ce qui va être important, c'est la réévaluation de ces malades initialement, surtout si vous avez un doute ou un traitement conservateur qui est proposé initialement. Que la surveillance, bien sûr, elle doit être clinique, radiologique, comme on l'a dit, avec potentiellement un scanner précoce si on a un doute, mais qu'il faut avoir l'exploration facile. Se souvenir que dans la plupart des cas, on peut faire quelque chose de pas trop compliqué, et que si c'est plus compliqué, il faut savoir appeler un ami, parce que, on l'a vu, les lésions peuvent être un peu compliquées. J'ai pas parlé de tout ce qui était les facteurs de risque des fistules duodénales parce qu'on n'avait pas le temps, mais en gros, c'est les associations lésionnelles, l'instabilité hémodynamique et le caractère pénétrant du traumatisme. C'est vraiment les trois critères qui doivent vous alerter et vous pousser à faire un peu plus que d'habitude. Voilà. Juste une remarque par rapport au chat. Il y a quelqu'un qui propose de faire une duodénostomie sur Petzer. D'abord, la Petzer, ça existe, ça va plus exister. Et de toute façon, c'est pas une bonne chose parce que le duodénum, on peut pas l'extra-péritoniser, on peut pas le monter à la paroi, donc ça va fuir, on va aggraver la lésion duodénale à faire ça. Alors, ce qui est sûr, c'est, et Damien l'a bien dit, Je peux vous poser une question ou donner mon avis plutôt, Christian Létoublon. oui, Ce que je voulais vous demander, c'est le geste que vous avez fait quand vous avez découvert la perforation. Vous avez fait ce que vous appelez une exclusion. Ça comportait quoi? Simplement une gastro-entéroanastomose? Alors non, pour nous, quand on parle d'exclusion duodénale, enfin d'exclusion, ça va être une exclusion duodénale avec un agrafage à la TA au niveau du premier duodénum, une gastro-entéroanastomose, et là, en l'occurrence, un drainage transcystique pour mettre en décharge la bile. Oui, c'est très bien. C'est parce que sur votre dessin, il y avait pas l'agrafage et c'était simplement la chose que je voulais rajouter. Je crois qu'il faut faire le maximum à ce moment-là. On ne fait pas une vraie exclusion, donc il faut faire le plus de gestes possible. Et en général, d'ailleurs, ça disparaît secondairement, c'est-à-dire que le coup d'agrafe disparaît et le circuit se refait. Merci. Moi, j'ai une question pour les experts. Là, comme on avait dit avant, un trauma pariétal important doit faire explorer le digestif. Est-ce que là, l'épanchement qu'on a vu autour du duodénum, plus le fait qu'il y ait une rupture ismique de l'aorte, ne devrait pas motiver un petit peu plus à vouloir expliquer, à vouloir explorer, pardon. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est compliqué. C'est facile a posteriori de dire, Bien parce sûr. que non, non, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Parce que la seule chose pour le coup, là, la CIO, ça va pas être facile parce que c'est du duodénum, ça risque de. D'ailleurs, après, il est perforé dans le rétro. Là, pour le coup, si on a un doute, c'est refaire un scanner précoce, je pense qu'on aurait pu faire et qu'on pourrait dire, s'il y a un doute, on fait un scanner précoce. Parce qu'on Alors, aurait. j'ai une question, Damien, dans tous les algorithmes que tu proposes. Tu fais pas mention de l'endoscopie.
que c'est quand même accessible. Enfin, personne n'en parle dans la biblio, mais ça donne envie quand même de le faire. Il a reçu une AG pour son ISM, là. Est-ce qu'on n'aurait pas pu demander au gastro d'envoyer un tube? Là, on aurait vu la perforation. Parce que on parle toujours des dégâts anatomiques dans le duodenum. C'est vrai que c'est important, mais il y a quelque chose qui est hyper important, c'est la précocité du diagnostic. Après, c'est l'enfer. Une fois que tu as passé 24 heures, et tu te dis que peut-être d'avoir envoyé un tube, ça ne coûte rien, ça prend 5 minutes, c'est moins cher qu'une laparotomie. Enfin, c'est une question que je pose à tout le monde, hein. Moi, je vais être un peu critique sur l'endoscopie. Alors peut-être parce qu'on n'a pas l'endoscopie sur le site du Trauma Center, on l'a sur l'autre établissement, donc on s'en sert exceptionnellement en traumatologie. Mais c'est vrai que insuffler de l'air, s'il y a une perforation, à titre perso, ça m'embête un peu. Mais après, de toute façon, la Oui, mais perforation dans la mais de canal toute abdominale façon, donc voilà. il faut l'opérer dans ce cas-là. Donc, Et c'est vrai mais que tu gagnes quand même en précocité. la différence, je pense que du trauma aussi par rapport à une situation post-opératoire ou autre, c'est que quand c'est du post-op, ça va être des petites lésions qui peuvent être traitées aussi par voie endoscopique. Là, ils pourront jamais rien faire, donc c'est exclusivement diagnostic. Il faut pas, Oui, selon moi, il faut pas que ça retarde le diagnostic. Si sur votre plateau technique c'est possible, ça peut être une option, même si nous on la privilégie pas. Nous, typiquement, comme c'est pas possible techniquement sur le site, on ne le fait jamais parce que ça retarderait quoi que ce soit. mm. Mais juste une dernière petite remarque qui n'est pas liée au tube digestif, c'est pour bien analyser le vasculaire. Là, c'est de déflasher un peu sur le Pax, déflasher et mettre moins d'intensité. On voit beaucoup mieux les lésions vasculaires. Ça permet de les différencier des lésions euh, calcifiées et on voit beaucoup mieux les dissections. Parce que là, on voyait que c'était pas très, tu vois, c'était pas évident. D'abord, le scan il passe vite, donc on n'a pas vu, mais on voyait qu'il se passe peut-être quelque chose. Mais moi, ce que je conseille aux plus jeunes, si vous voulez regarder votre aorte, parce qu'il faut toujours regarder l'aorte dans un trauma, ça peut être les lésions, elles sont là ou elles sont sur l'aorte plus basse, souvent lombaire. C'est de déflasher un peu pour bien étudier. Et quand on étudie la vascularisation splénique pour le trauma splénique, autant artériel, c'est pareil, c'est pour bien regarder les lésions artérielles. On déflash un peu et on voit mieux les petites dissections. Très bien, ben, écoutez, on vous rend l'antenne. Euh, Qui est-ce qui présente le troisième dossier, c'est ça, Ouais, maintenant? c'est Le président de la Strasbourg. JCV. C'est Strasbourg, c'est David Liu. Oui, bonsoir. Salut David. Et Bonsoir. on va le voir. Ça va être un dossier aussi intéressant. Est-ce que le professeur Benoît Romain, il est avec toi? Il n'est pas avec moi. Je ne sais pas s'ils sont sortis du bloc ou pas. Ok, Je n'ai pas d'infos. ok, ça marche. Bah écoute, c'est à toi. Une seconde. J'arrive pas à partager mon écran. Alors, vous arrivez à voir mon écran? Et non, pas encore. Alors, Ah, ça y est, ça fonctionne. voilà, très bien. Parfait. Donc bonsoir David Liu, moi je suis interne à Strasbourg avec le professeur Romain dans le service du professeur Brigand. Alors je vais vous présenter le cas d'une patiente âgée de 61 ans qui a fait un AVP à haute cinétique, véhicule léger contre véhicule léger face à face à environ 90 km/h. La patiente était conductrice, il n'y avait pas d'incarcération dans le véhicule, mais tout de même une durée d'extraction de 1 heure. Il y avait un passager qui était indemne. Et la patiente était stable tout au long de la prise en charge initiale et au niveau du ABCDE, on avait un signe de la ceinture abdominale. À son arrivée à l'hôpital au déchocage, la patiente présente des douleurs abdominales principalement dans les cadrans inférieurs, un signe de la ceinture. Au niveau des radiographies thoraciques et du bassin, il n'y avait rien de particulier.
La phase écho était négative et au bilan biologique, elle présentait une hémoglobine à 12, une hyperleucocytose à 17 et des lactates veineuses dans la norme. On lui a fait un body scanner, alors, que je vous présente là. Voilà. Donc, au niveau du body scanner, on met en évidence un épanchement intrapéritonéal, cette fois en périsplénique et dans le Morrison. On met aussi en évidence un épaississement circonférentiel avec hyperémie diffus des anses intestinales. Et au niveau de l'origine de l'AMS, de l'AMI et du tronc cœliaque, il n'y a pas d'irrégularité de calibre. On pensait quand même très fortement à une désinsertion mésentérique plutôt distale. Mais il y a aussi et surtout une désinsertion de la partie postérieure gauche des muscles latéraux de l'abdomen qu'on voit ici, avec un début d'éventration. À noter aussi au temps artériel une petite extravasation de produits de contraste qui est retrouvée au temps portal. Et au reste du bilan lésionnel, on a les fractures des processus transverses gauche de C7 et T1, une fracture unifocale de la côte numéro 1 à gauche, et des fractures des métatarses du pied gauche et une luxation de l'orteil, du petit orteil. Donc au total, on a une femme de 61 ans qui a eu un AVP à haute cinétique, Glasgow 15, qui est stable tout au long de sa prise en charge sur le plan hémodynamique, avec une phase écho négative initialement. Au bilan et lésionnel, on a un épanchement intrapéritonéal avec des signes de désinsertion mésentérique et une désinsertion complète des muscles larges à gauche. Alors nous, à Strasbourg, on utilise le BBI Novel Score que vous avez cité tout à l'heure. C'est un outil pour la gestion des traumatismes abdominaux fermés, sans argument ferme pour une exploration chirurgicale. Alors là, ce n'est pas le cas, mais nous, on l'utilise de façon systématique pour que ça reste une habitude. Donc, chez cette patiente, on la cote à 10 avec un risque élevé donc, de lésion intestinale ou mésentérique. Et donc, on retient l'indication d'une celluloscopie exploratrice en urgence. À la celluloscopie exploratrice, on met en évidence donc, un hémopéritène de moyenne abondance et on réalise donc une laparoconversion. À la laparotomie, il n'y avait pas de saignement actif et ils ont fait un petit peu d'hémostase de la paroi abdominale sur la laparotomie. Ils réalisent un packing de la gouttière pariétocolique à gauche et du flanc gauche. Et à l'exploration, ils mettent en évidence deux perforations gréliques qui sont centimétriques, une zone de désinsertion mésentérique sur 5 cm avec de l'intestin grêle non viable en regard et de l'intestin grêle qui épaissit sur une longueur de 1 mètre en aval mais qui semble bien vascularisé. Et au niveau de la paroi abdominale antérolatérale à gauche, il y a un hématome avec des suffusions hémorragiques sans effraction péritonéale. Donc, dans le cadre du damage control, il est réalisé deux résections intestinales et un packing de la fosse iliaque gauche en regard de l'hématome. Et la patiente, on met en place un VAC. Au second look, à 48 heures, il est réalisé une résection d'un segment d'intestin à 20 cm. C'était le segment restant entre les deux premières résections. Il y a un rétablissement de la continuité digestive par une anastomose selon nos habitudes et l'abdomen est fermé. Les suites opératoires sont plutôt simples. Elles représentent uniquement une fièvre AJ1 pour lequel le bilan infectieux et le scanner de contrôle sont sans particularité et l'évolution est favorable avec un retour à domicile à J9. À distance, la patiente présente tout de même un aspect de bulging persistant sur la paroi abdominale à gauche. Donc, en fait, c'est cette éventration lombaire gauche qui n'avait pas été réparée et donc qui est confirmée à l'imagerie. Et donc, à distance, la patiente a bénéficié d'une cure d'éventration lombaire gauche par lombotomie. Donc, en fait, le cas de cette patiente, c'est une patiente polytraumatisée qui est stable tout au long de sa prise en charge de grade A, avec au body scanner la mise en évidence de lésions indiquant une chirurgie de damage control. Mais la question de ce dossier, c'est quelle est la place du traumatisme pariétal qui est associé initialement. En fait, les traumatismes pariétaux abdominaux, ils représentent 9% des cas en cas de traumatisme abdomen fermé.
Et lorsqu'il y a un traumatisme pariétal, des lésions internes sont associées dans 30 à 60% des cas. Donc, 1 à 2 patients sur 3 présentent des lésions qui passent inaperçues finalement au body scan initial lorsqu'on a tout de même un traumatisme pariétal. Donc, la question qu'on pose, c'est est-ce que la présence d'un traumatisme pariétal doit faire envisager une exploration chirurgicale d'emblée? En 2009, les Américains avaient mis en place cette classification, la TAWH, qui est en fait une classification des lésions pariétales de l'abdomen, que vous avez aussi présenté tout à l'heure, où en fait, qui est gradée de 1 à 6, 5 et 6 étant des disruptions totales de la paroi abdominale avec éventration ou éviscération. En fait, on voulait vous proposer cet algorithme de prise en charge, en fait. Donc, chez un patient polytraumatisé, c'est un argument avec une instabilité hémodynamique. Soit on va directement à la chirurgie de damage control, soit on peut faire l'imagerie corps entier, qui peut confirmer donc la présence d'un traumatisme pariétal, que l'on peut donc classer selon cette classification. Et donc, on propose soit de les catégoriser en 2 catégories, soit les grades 1 à 4, donc des lésions cutanées jusqu'à une désinsertion complète d'un muscle sans hernie du contenu abdominal, et de l'autre côté, les grades 5 et 6, où il y a une désinsertion complète d'un muscle avec une hernie du contenu abdominal ou une éviscération. Et selon ces deux bras, soit dans le premier bras des lésions 1 à 4, il n'y a pas de lésion abdominale associée, pas de signe de la ceinture ou de défense cliniquement. On propose une surveillance clinique rapprochée, comme ce qui a été fait finalement dans le premier cas, nos collègues ni moi, avec une réparation pariétale différée, soit dans le cadre des lésions 5 ou 6, comme chez cette patiente, une exploration plus ou moins associée à un damage control. Et selon le risque d'occlusion ou non, au cours de la même hospitalisation et du risque septique, discuter de la réparation pariétale avec ou non la mise en place d'une prothèse. Et à ce moment-là, il faut discuter du type de prothèse aussi, du fait du risque septique. Et donc, en conclusion, les traumatismes de la paroi abdominale et les éventrations traumatiques sont des pathologies rares qui sont présentes dans 1 à 2% des cas des polytraumatismes. Le diagnostic clinique est compliqué, avec un intérêt très important du scanner. Et les lésions intra-abdominales concomitantes sont fréquemment méconnues, donc 30 à 60% des cas. Et donc, pour les grades 5-6, on propose de les considérer comme des indications d'exploration chirurgicale d'emblée, dans le sens où un traumatisme par étoile doit amener à ne surtout pas méconnaître une lésion intra-abdominale associée. Et voilà pour les références. Et nous aussi, on garde dans la poche tous nos scores avec les petites fiches techniques, un petit bouquin de fiches que le professeur Romain a réalisé, qu'on a tous dans la poche pour nos gardes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Je ne sais pas s'il y a des questions. Dans le chat, il n'y en a pas pour l'instant. Et il y avait l'expert associé à ce dossier, c'était Rulio, non? Oui, on avait discuté au début, hein, je pense qu'on avait beaucoup de choses dit déjà, mais pas hésiter à faire, si le patient va bien, il y a un traumatisme de paroi, au moins un cellio différé, mais pas trop différé non plus, parce qu'habituellement, il y a des lésions associées. Vincent il avait bien fait le tour avec son take-home message, non, Vincent? Oui, tu veux que je parle? Non, je crois que dans ta conclusion, David, merci beaucoup. C'était une très belle présentation. Euh, les grades 5, il faut les opérer. Il y a quasiment 90%, plus de 90% de lésions associées. Les grades 5, il faut les opérer, point barre. Ça, c'est très simple. La difficulté, c'est les grades 4. Et l'organigramme que tu as donné, que c'est Benoît qui l'a mis en place, moi, je l'ai réutilisé. J'avais eu la chance j'avais été, on m'avait demandé de faire le topo sur les traumas de la paroi dans le livre de chirurgie pariétale par Guillaume Passot et Johan Renard. Et en fait,
Benoît il m'avait autorisé à reprendre cet algorithme. Il est très bien. Et d'ailleurs, si on le reprend, là, tu as la page. Il y avait la patiente, tu as dit comment a été fait à la patiente comme ils ont fait avec la patiente d'Audrey. Sauf que la patiente d'Audrey, il y avait une défense. Et donc, finalement, si on avait suivi l'organigramme, elle aurait été opérée. Donc cet organigramme, moi, je vous le conseille tous. On le trouve effectivement dans les fiches de Benoît qui sont très pratiques pour les internes de garde. C'est l'association des jeunes chirurgiens digestifs. Donc ces fiches de Benoît, elles sont super, très pratiques. Moi, je vous les recommande pour le trauma. C'est vraiment. Et puis c'est pas que pour le trauma. Hein, il y a toutes les possibilités. Et pour ceux qui s'intéressent à la chirurgie de paroi, ces choses-là aussi sont traitées dans le bouquin. Mais attention, lésion pariétale égale beaucoup d'énergie. À partir jusqu'au grade 3, on peut être assez tranquille, mais il faut quand même garder un œil sur ces patients et pas hésiter à les revoir. Grade 4, ça commence à devenir chaud. Grade 5, il faut tous les opérer. Et les lésions de la paroi abdominale antérieure, c'est un peu pareil. Hein. Les ruptures de la paroi abdominale antérieure, c'est quasiment. Enfin, il y a des séries, c'est 100% de lésions intrapéritonéales. Donc, et alors après, c'est un autre problème de la reconstruction à distance, parce que c'est des catastrophes avec des dénervations, c'est compliqué. Voilà. Merci beaucoup, c'était une très belle. Et donc en urgence, tu fais quoi sur la paroi après? Tu veux dire là? Oui, quand tu as un trauma grade 4, 5, Moi, j'essaye surtout d'éviter qu'il y ait j'essaie de préserver l'avenir, c'est-à-dire je ne vais pas trop trifouiller dans la paroi. Si, j'essaye de faire une raphie, mais ça tient pas. En fait, surtout, je repéritonise pour éviter les incarcérations. En fait, l'important, c'est d'éviter les incarcérations viscérales d'intervalle pour que tu puisses les opérer à distance, en dehors de l'hématome, sans qu'ils s'incarcèrent, mais c'est très rare finalement. Toute l'étude de la littérature montre que les incarcérations d'intervalle sont rares. Il va falloir attendre les résultats des prothèses de réabsorption lente. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que souvent, c'est des malades qui sont pas, tu vois, t'as d'autres, t'es en train de leur sauver la peau, t'es pas en train de leur sauver la paroi. Par contre, ces patients, quand il y a des ruptures grade 3, faut les regarder et il faut pas les laisser partir parce que sinon, ils vous reviennent un an plus tard avec des éventrations énormes, très difficiles à traiter. Alors que si vous les traitez 2 mois après le trauma, ça reste une chirurgie qui est pas évidente, mais qui est quand même beaucoup plus simple moi, j'ai vu des malades avec des véritables catastrophes, quasiment des pertes de droits de cité. Pas tout à fait, ça paraît très impressionnant sur le volume, mais finalement, on arriverait à intégrer. Mais par contre, déjà, lui, il a un défect, celui que tu nous as montré, là, David, il a un défect pariétal important et qui ne sera pas facile à traiter. Hein. Tu proposes réintervention un peu rapide parce que notre école grenobloise, c'est plutôt on attend un an, pas avant, pour attendre que ça cicatrise et tout. Donc là, tu proposes Ça dépend du contexte. Moi, je sais pas, je suis pas assez savant pour te dire quand exactement il faut le traiter. Ce que je te dis, ce que je fais, moi, c'est que je les surveille. Je les surveille pour que, d'une part, ils soient remis de leur trauma, qu'ils puissent cicatriser. Faire attention aux gens qui, en plus, dans l'histoire, ont eu de la brûlure. La brûlure, ça bouffe beaucoup d'énergie, donc il faut faire attention, ils ne cicatrisent pas, ces gens-là. Bon, mais finalement, c'est rare. Mais les suivre, et par contre, les suivre, pour bien leur expliquer au début, attention, vous allez faire une démonstration, il faut s'en occuper, c'est peut-être pas l'urgence, mais si on s'en occupe pas assez vite, ça risque de devenir très gros. Et après, l'évolution, moi, j'ai pas de critères qui me permettent de la prédire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui finalement ont des évolutions pas très très lentes et qu'on peut opérer même plus tard parce qu'ils ont du boulot, parce que enfin, c'est compliqué. Et j'ai même vu des 3 qui finalement, moi j'ai surveillé des grades 3 qui n'ont pas bougé, je les ai toujours pas opérés. la littérature ne nous aide pas, c'est plutôt une question d'école. Nous, Pas tellement. en place, ils nous disent qu'on attend un an pour que c'est mieux et on suit l'école, mais les papiers ne nous aident pas. Moi, je pense que moi, je m'interroge beaucoup sur les prothèses de résolution lente qu'on pourra éventuellement nous aider, mais il n'y a pas de résultat encore. Là, on ne l'aura pas tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que placer la prothèse de résorption lente par voie abdominale quand tu es en train de l'opérer, c'est compliqué. Donc après, c'est difficile d'envisager de faire
un temps abdominal, traiter les lésions, tu es souvent dans le contexte damage control, et après faire un temps électif pour aller mettre une prothèse. Tu ne répares pas la paroi, tu ne répares même pas l'intestin. Je dis, une fois que tu finalises ton damage control 2 jours après, 2 jours après, Ah oui, et là, on ne répare pas. On dit, bon, non, on ferme comme on peut. Et c'est là qu'on dit, on met une prothèse de restauration lente qui peut nous aider. Parce qu'après, ça va devenir l'enfer dans 2 mois, comme tu dis, ou 1 an, si c'est grand. l'idée répandue, c'est que c'est pas facile d'opérer dans l'hématome. Moi, je l'ai fait une fois, c'était finalement pas si compliqué. Je sais pas ce qui est devenu et pour le coup, effectivement, j'ai mis une prothèse à résorption lente parce que j'ai pas eu Et le- quel serait l'avis de nos collègues de Reims à ce propos? Vous êtes spécialiste de la paroi. Ils n'ont pas de micro. Pas compris, Paul. Oui, quel serait l'avis des spécialistes de la paroi? Parce que maintenant qu'ils sont bien. Perrine, es-tu là? À Après, Reims. moi, ce qui est sûr, par contre, en attendant qu'ils répondent, c'est qu'il ne faut pas les disséquer des grands plans. C'est-à-dire que soit on peut faire une réparation simple, et je pense que ça a sa place, mais aller compromettre un plan qui sera celui de la réparation finale, Ah oui, euh, en aigu, vraiment. effectivement, ouais. Bien d'accord. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ah non, on fait plutôt des réparations différées et après on fait plutôt des réparations avec des prothèses non résorbables et des réparations idéales. Donc différé à combien de temps? Plusieurs mois plus tard, on n'a pas de durée. D'accord. Après, on a des délais opératoires qui font que c'est ouais, au moins 6 mois plus tard. Ok. Bon, un petit peu comme vous à Grenoble, quoi. Après, moi, j'ai trouvé que la présentation était très intéressante et l'algorithme aussi. Peut-être, j'en discutais avec Sébastien, qui est le président de la JCV. C'était de peut-être voir si chaque topo, on pouvait le résumer avec le message à 1 ou 2 slides pour que ça puisse être diffusé après aux internes à la JCV dans un but un peu pédagogique. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres opérateurs, mais je vois que tout le monde a l'air de faire des grands signes. Bah, Damien, tu veux que je t'envoie ma diapo? Alors oui, à Nice, on peut effectivement le colliger si vous voulez, et après Seb pour Ouais. un... Ouais, on peut faire deux diapos avec les messages clés ou une diapo Telecom Messages qu'on diffusera sur les réseaux, en plus de ce webinaire qu'on aura enregistré et qui sera disponible en rediffusion. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal si on peut avoir une diapo message clé pour les 3 situations, c'est pas mal. Et Ouais, toi, j'ai ça, j'ai fait le résumé là déjà, parce que je le faisais d'habitude là, donc je peux vous Ouais, l'envoyer. voilà, c'est ça. Bravo, À l'instar parfait, ben voilà, de ça. super. Et je pense qu'effectivement, bah, peut-être qu'un jour, on pourra refaire un webinaire sur la paroi. Nous, ce qu'on voulait vous proposer, on en a discuté, c'était en mars probablement proposer un webinaire sur les patients fragiles, sujets âgés, cirrhotiques, obèses, et la prise en charge complexe parfois qui en découle. Voilà, c'est sûrement, s'il y en a qui sont motivés, ben, ils peuvent me contacter, j'aurai un peu de temps en mars pour l'organiser. On en discutait avec Edouard et Rulio. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup, hein. C'est très bien. On avait perdu David, on t'a retrouvé. Est-ce que à Strasbourg, vous avez un délai de réparation dans un second temps? Ah, on t'entend pas. Finalement, cette patiente, on l'avait opérée à 3 4 mois, du fait des délais de bloc et aussi pour être à distance quand même de cette première chirurgie. Et Ouais, donc, donc, on avait mis en place une prothèse en rétromusculaire par lombotomie. d'accord. Bon, c'est comme tout, ça dépend aussi vachement de la contamination de la région, parce que c'est vrai que... Ouais. Mm. Ouais. Mm. Pardon, ouais. Bah, c'était top, hein. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Merci à l'ensemble des experts qui ont été présents aussi et à ceux qui ont préparé les dossiers. Et j'espère que ça a plu à tout le monde et que on va pouvoir renouveler ça de manière cyclique. Et on était quand même proche de 100 personnes présentes. Il y a certains centres comme à Reims où ils étaient tous ensemble en salle de staff. Donc c'est plaisant de voir qu'il y a pas, ça a intéressé pas mal de monde. Bah, moi, puisque j'ai l'honneur d'être président de la SFCU, ça m'est tombé dessus un peu comme ça, hein, je ne l'ai pas cherché, mais je suis très honoré. En tout cas, je vous félicite de nous avoir relancé, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit webinaire, et il faut nous pousser. Et c'est très bien, parce qu'en plus, ça permet de regrouper les jeunes et les moins jeunes. Je vous félicite, je vous remercie d'avoir pris le wagon là-dessus. Vraiment, bravo, merci, et c'était une belle session.
Ben, merci beaucoup. Merci à Merci à tous. À tous. bientôt. Et à bientôt à tous et bonne soirée à tout le À monde. bientôt. Bonne soirée. On se donne un week-end. Ciao.